Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Dire que j'ai été abasourdi en découvrant ce qui se passait entre Doris et notre voisin de palier serait ce qu'on appelle un délicat euphémisme. Il y a 4 ans que nous sommes mariés, Doris et moi, et je n'en crois pas encore ma chance. Car Doris a le plus ravissant visage que vous pourriez imaginer et un corps de rêve. Enfin, de rêve pour les autres, car moi, j'ai la réalité. Et pour cette réalité-là, j'ai toujours été prêt à n'importe quel sacrifice. Tenez, pour lui rendre la vie plus agréable, la choyer davantage, j'ai accepté cet emploi de représentant qui me fait courir d'un bout à l'autre du Middle West presque 3 semaines par mois. Mais j'avais en elle une confiance aveugle. J'étais à 100 lieues de me douter que pendant ce temps-là, elle filerait le parfait amour avec ce minable de Wilkins, car c'est un minable, il n'y a qu'à le regarder. Une espèce d'asperge, maigre comme un clou, le crâne déjà déplumé, les épaules en porte-manteau, et son compte en banque doit être à l'avenant. Ah ça, personne ne pourra accuser ma Doris adorée d'en vouloir à son argent. Une machine à écrire, voilà le bien le plus précieux que possède l'individu qui fait battre le cœur de ma femme. Et encore, l'engin est loin d'être de première jeunesse. Ah oui, je vous ai pas dit le plus beau. Ce minable de Wilkins est écrivain. Oui, enfin, du moins prétend-il l'être, car à ma connaissance, il n'a jamais rien publié. Évidemment, j'ai vite trouvé des excuses à Doris, parce que, voyez-vous, en dépit de ses expéditions de l'autre côté du couloir, là où l'herbe paraît plus verte, je l'aime encore comme au premier jour. Une beauté pareille, me suis-je dit, une beauté pareille, pleine de vie et d'entrain, c'est la proie rêvée pour tous les coureurs de jupons du pays, et elle doit se sentir si seule pendant mes longues absences. Comment, dans ces conditions, ne pas me montrer indulgent pour elle? Mais pas pour ce plumitif déplumé, ah non, pas question, lui je vais te lui régler son compte, et de la belle manière. Mais pas de précipitation, Jim. Voilà ce que je me suis conseillé. Attends d'avoir retrouvé ton calme, mon vieux. Attends surtout de pouvoir le liquider sans te faire épingler. Sinon, tu serais bien avancé. Wilkins sera mort, d'accord, mais toi, tu croupiras dans un cul de basse-fosse et Doris, ta ravissante Doris, ne restera probablement pas seule bien longtemps. Je décide donc de jouer à celui qui ne sait rien. Je me conduis exactement comme d'habitude, et elle aussi, la rusée petite comédienne. Quand je croise Wilkins devant les boîtes aux lettres ou dans l'ascenseur, je lui adresse un sourire ou un salut de bon voisinage. Il me répond de la même manière, me prenant sans doute pour un homme charmant, en même temps que pour un pauvre ballot. Moi, cette situation me convient parfaitement. J'en profite pour observer Wilkins, étudier ses allées-venues, ses manies. Je suis persuadé qu'avec de la patience, je trouverai le moyen de le faire passer de vie à trépas sans éveiller le moindre soupçon chez quiconque. Et les mois passent. J'étudie une foule de possibilités, les peaufine, les travaille, les rejette, en échafaude de nouvelles, et puis, un samedi matin du mois d'août, la solution vient à moi presque toute seule.
Ce jour-là, il fait une chaleur d'enfer. Je viens de rentrer de mon club de golf et je suis en train de me garer devant notre immeuble quand je vois Wilkins sortir du curieux tas de ferraille qui lui sert de voiture. Il est à une dizaine de mètres de moi et porte un gros sac d'épicerie dans les bras. Et soudain, alors qu'il vient de s'approcher du massif de zinnia et d'hortensia qui borde l'allée, il se cabre comme un cheval effrayé et s'arrête net. Après une brève hésitation, il décrit un vaste cercle sur la droite, puis sur la gauche, les mains crispées sur son sac, tout en jetant aux fleurs un regard terrifié. À ce moment-là, une abeille qui folâtrait sur la plate-bande abandonne les hortensias et s'en vient à la rencontre de Wilkins. Et là, le bonhomme s'emballe littéralement et je commence à comprendre pourquoi. Il doit avoir repéré cette abeille depuis le début, et en la voyant s'approcher pour lui dire un petit bonjour amical, il perd complètement la tête. On dirait vraiment qu'il a tous les diables de l'enfer à ses trousses. Il pousse un petit cri étranglé, lâche son sac à provisions qui s'écrase sur le ciment de l'allée dans un grand fracas de bouteilles de lait écrasées et prend ses jambes à son cou comme une femme hystérique qui aurait vu une souris blanche. Quant à moi, je m'immobilise complètement, fasciné par cet étonnant spectacle. Tout en dévalant l'allée en courant, Wilkins fait des moulinets désespérés avec ses bras maigres, en jetant à l'abeille des regards affolés par-dessus son épaule. Arrivé devant la porte d'entrée de l'immeuble, il la pousse brutalement, puis la referme précipitamment derrière lui. Il y a vraiment de quoi mourir de rire. Mon Dieu, dire que ma femme s'est entichée d'une andouille pareille, d'un type qui a peur des abeilles. Mais très vite, très vite, me vient une autre pensée. Aucun adulte sain d'esprit ne redoute les abeilles à ce point-là sans avoir de très bonnes raisons. Je vous ai dit que je suis représentant de commerce. Mais vous ai-je expliqué ce que je vendais? Non, je crois pas. Je travaille pour l'une des plus grandes sociétés de produits pharmaceutiques du Middle West. Et, sans être médecin, j'ai suffisamment de connaissances médicales pour comprendre ce qui avait motivé la singulière réaction de Wilkins. Je sens que ma patience ne va pas tarder à être récompensée et bientôt je nage en pleine euphorie. Cette fois, il ne me faut pas bien longtemps pour mettre au point un plan carrément génial. N'ayons pas peur des mots, quoi. Ma tournée du mois d'août commence le lendemain. Je dois m'absenter pour 2 longues semaines. Avant de partir, je plonge mon regard au plus profond des merveilleuses prunelles saphirs de Doris et la serre contre moi avec plus d'ardeur encore que d'habitude au moment de la quitter. Pendant 10 jours, je m'occupe exclusivement de mes affaires, bien que j'ai du mal à me concentrer sérieusement sur mon travail. Je ne peux m'empêcher de penser que très loin, là-bas, mon adorable petite garce de Doris se livre aux délices de l'adultère avec son écrivaillon de pacotille. Mais profites-en bien, mon vieux Wilkins, me dis-je en guise de consolation. Oui, profites-en bien, parce que c'est la dernière fois. Mais qu'est-ce que notre héros peut bien être en train de manigancer pour sembler si sûr de son coup? C'est ce que vous découvrirez dans quelques instants. Lorsqu'il découvre que sa femme le trompe avec leur voisin de palier, Jim n'en veut pas à l'infidèle. En revanche, il est bien décidé à régler son compte à son rival et une idée lui vient en constatant que l'individu en question a une peur bleue des abeilles. Le 10e jour, j'abandonne mon itinéraire habituel et je fais un crochet de 120 km pour gagner un petit bourg du nord de l'État. J'entre dans une boutique endormie, moitié quincaillerie, moitié magasin de sport. Derrière son comptoir, le vendeur a l'air
complètement abruti. Je ne sais pas si c'est un alcoolique chronique ou un taré congénital, mais je suis sûr, en tout cas, qu'il sera bien incapable de se souvenir de moi et de ce que je lui ai acheté, en l'occurrence, un filet à papillons. Je case mon acquisition dans le coffre de ma voiture et roule paisiblement sur une jolie petite route de campagne jusqu'au moment où j'aperçois un chèvrefeuille épanoui sur un mur en bordure d'un chemin de terre. Je me range sur le bas-côté, enfile une vieille paire de gants que je garde en permanence dans la voiture et soulève le capot comme si je venais de constater un ennui mécanique. J'attends alors tranquillement qu'il n'y ait plus de voiture en vue dans les deux directions. Puis, le filet à la main, je saute par-dessus le fossé qui me sépare du mur. Il me suffit de manœuvrer une seule fois le filet à papillons au-dessus du chèvrefeuille pour capturer 6 abeilles bien vivantes. Je les transvase avec soin dans une vieille boîte à bonbons ramassée dans la décharge publique d'une autre ville de mon itinéraire. Jette par-dessus une poignée de fleurs et de feuilles et rabats le couvercle. Je pratique ensuite quelques petits trous d'aération, enveloppe la boîte sans trop la serrer dans un papier d'emballage marron poreux, ficelle le tout et y inscrit l'adresse de Wilkins. Reste maintenant un point délicat. Confier le précieux paquet au préposé du bureau de poste du prochain village. Mais le soleil brûlant de cet après-midi d'été ne justifie-t-il pas mes grosses lunettes de soleil et ma casquette rabattue sur le front? D'ailleurs, je comprends vite que j'ai tort de m'inquiéter. Le bureau de poste est quasi désert et derrière son guichet, la jeune employée ne m'accorde même pas un regard. Elle a l'air bien trop pressée de se replonger dans le roman photo qu'elle a lâché d'un air contrarié en me voyant accoudé au comptoir. C'est le surlendemain, un vendredi, que je rentre chez moi à la date prévue. Je gare ma Ford, puis descends du véhicule en étirant mes muscles endoloris par le long trajet. Je viens de m'engager dans l'allée qui mène à mon immeuble, quand je remarque soudain quelque chose d'anormal. Une ambulance de police secours stationne près de la porte, moteur en marche et porte arrière ouverte. Le chauffeur tape nerveusement du pied contre un des pneus arrière en attendant manifestement que ses copains lui amènent un passager. Je lui adresse un bref signe de tête avant de pénétrer dans l'immeuble et d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. 30 secondes plus tard, les deux battants s'écartent, laissant apparaître 2 agents porteurs d'une civière. Il y a quelqu'un sur la civière, mais impossible de savoir qui. Un drap recouvre le corps de la tête aux pieds. Un petit homme à l'air affairé, avec une serviette noire à la main, émerge de l'ascenseur à la suite de la civière. Le médecin, probablement. C'est à ce moment-là seulement qu'un doute horrible m'envahit. Doris! Oh non, non, ce serait trop bête, trop injuste, trop cruel. Délaissant l'ascenseur, j'escalade 4 à 4 les 6 étages qui me séparent de notre appartement. Arrivé sur le palier, je suis tellement soulagé de voir entr'ouverte la porte de Wilkins que je suis pris d'un fou rire nerveux. Il me faut 10 bonnes minutes pour retrouver mon souffle et mon calme. Alors je sonne à notre porte, arborant déjà un large sourire. Doris vient m'ouvrir presque aussitôt. Ses prunelles sont dilatées et elle a l'air bouleversée, mais elle me paraît si merveilleusement belle en cet instant que je ne pense à rien d'autre qu'à elle. « Bonjour, mon trésor, bonjour, mon amour », dis-je en l'enlaçant avant même que la porte ne soit refermée. « Bonjour, pigeon voyageur », dit-elle en m'embrassant. « Je suis tellement contente de te revoir, mon amour. »« Oh, moi aussi, ma chérie, moi aussi, tu sais. Tu ne peux pas savoir à quel point. » Non, Doris ne saurait jamais à quel point j'avais attendu cet instant. Je hume l'air avec délice. Gigot d'agneau. Doris acquiesce en silence, l'esprit visiblement ailleurs. « Parfait, dis-je avec entrain. C'est exactement ce qu'il me faut pour me remettre d'aplomb après une journée pareille. » Comme d'habitude, à mes retours de tournée, je nous prépare un cocktail que nous savourons généralement blottis l'un contre l'autre. Mais ce soir, Doris tarde à me rejoindre. Lorsqu'elle entre dans le salon, je dis d'un ton dégagé « À propos, quand je suis arrivé dans l'allée, j'ai vu qu'on emportait quelqu'un sur une civière. Qui est malade ?»« Personne, » fait Doris d'une petite voix étranglée.
Personne n'est malade, mais quelqu'un est mort. Mort, Jim. Monsieur Wilkins, celui qui habitait juste en face de chez nous. Non, m'exclamai-je. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas, dit Doris en me tendant des glaçons. Il est mort comme ça. Oh, quel dommage, dis-je. Un voisin si tranquille, si agréable, si courtois. En levant la tête, je croise le regard de Doris. Elle semble sur le point de fondre en larmes. « Allons, mon trésor, dis-je en la prenant dans mes bras. Il ne faut pas te mettre dans des états pareils parce qu'un voisin est mort. Ce sont des choses qui arrivent, tu le sais bien. Tiens, bois un peu. Tu verras, ensuite ça ira mieux. » Mais c'est moi qui l'ai trouvé comme ça, fait-elle d'une voix hachée. Je me suis rendu compte cet après-midi que je n'avais pas rencontré M. Wilkins dans le hall ou dans l'ascenseur depuis un jour ou deux. Elle me jette un coup d'œil pour voir comment je réagis à ses explications et poursuit sur le même ton. Alors, je me suis approché de sa porte et je n'ai pas entendu sa machine à écrire. Tu te souviens, Jim? Il tapait pratiquement du matin au soir. Oui, en effet, je me souviens, ma chérie. Alors, reprend-elle, je suis allé sonner chez lui plusieurs fois. Comme il ne répondait pas, j'ai d'abord pensé qu'il était sorti. Et puis, je suis allé demander au gardien si M. Wilkins était absent. Il m'a répondu qu'il n'en savait rien. Je lui ai dit alors que j'étais inquiète et qu'il ferait peut-être bien de monter voir. « Ah bon ?» dis-je. « Alors le gardien est entré et l'a découvert. » « Oui, c'est ça. Il s'est servi de son passe-partout. Mais je l'avais accompagné. Et nous avons trouvé ce pauvre M. Wilkins étendu sur son divan et ne respirant plus du tout. » Ma foi, ma chérie, mourir dans son sommeil n'est pas la façon la plus désagréable de finir ses jours. Mais Jim, il n'était pas étendu de tout son long. C'était pas comme s'il avait dormi. On aurait plutôt dit qu'il était tombé sur le divan en mourant. Il avait les yeux grands ouverts et une espèce d'expression terrifiée. Oh, c'était horrible. Oh, et bien sûr, mon trésor, bien sûr. Je suis désolé que tu l'aies vu comme ça. Mais qu'a dit le médecin? Crise cardiaque? Ben, il ne savait pas, Jim. Il a dit qu'il fallait faire une autopsie d'abord. Dans la soirée, prétextant d'un ton penaud une curiosité irrésistible, je me rends à l'appartement de Wilkins, dont la porte est toujours entr'ouverte. Je jette un coup d'œil au divan sur lequel on a retrouvé Wilkins, mais sans m'attarder, non. Mon regard file aussitôt vers la table, où ma boîte à bonbons gît au milieu de son emballage défait. Je souris, imaginant très bien ce qui s'était passé quand ces abeilles captives, innocemment libérées par Wilkins, ont jailli de la boîte. Les choses n'ont pas dû traîner une fois qu'il s'est mis à s'affoler et à s'agiter dans tous les sens pour essayer de les tuer, car c'est certainement ce qu'il a fait. Et lorsque vous êtes allergique aux piqûres d'abeilles, au point où devait l'être Wilkins, une bonne dose de piqûre bloque votre système circulatoire et vous coupe la respiration dans un délai incroyablement court. Et comme la fenêtre était forcément ouverte par cette chaleur, les petits assassins dorés ont dû s'enfuir dès leur forfait accompli. Personne ne pourra jamais éclaircir l'affaire Wilkins, me dis-je en retournant chez nous, savourant le plaisir d'avoir à nouveau Doris pour moi tout seul. Je la regarde dresser le couvert en me félicitant une fois de plus d'avoir une femme aussi merveilleuse. Oui, bien sûr, elle a un peu tendance à céder aux avances des autres hommes en mon absence, mais simplement parce qu'elle s'ennuie, pour combler sa solitude, c'est tout. Et c'est alors que je m'avise qu'il y a un moyen bien simple de mettre fin à tout cela. Lâcher ce fichu métier de représentant qui m'oblige à passer la moitié de ma vie sur les routes. Et surtout, loin de Doris. Je débouche prestement une bouteille d'un excellent Bordeaux, plante un baiser sur la joue de Doris et annonce gaiement « Ma chérie,
j'ai décidé de lâcher mon boulot. Jim, tu parles sérieusement? Bien sûr, Doris. Je veux pouvoir rester davantage à la maison, avec toi. Je me sens si seul pendant tous ces voyages. Alors, j'ai trouvé un travail qui me permettra de rester tout le temps avec toi. Elle lève la tête vers moi d'un air incertain. Et... Jim, qu'est-ce que c'est, ce nouveau travail? Écrire des histoires policières, comme ce pauvre Wilkins. Je suis sûr que ça va me plaire. J'ai comme une idée que je réussirai particulièrement bien dans le meurtre. Doris m'enlace plus étroitement avec un sourire attendri. « Oh, mon amour, je serais enchantée de t'avoir avec moi tout le temps. Mais tu n'as jamais rien écrit. » Tu as raison, mon trésor, mais il faut un commencement à tout, non? Et voilà donc ma première histoire. Est-ce qu'elle vous a plu? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.